Voilà, tel qu'annoncé, dès l'entame de notre matinale, les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba. Bienvenue. Merci. Voilà, Jean-Marie Kassamba, avant que nous n'abordions d'autres sujets, on commence d'abord par aborder les sujets maison. Télé 50. Télé 50 est en train d'innover. Chaque année presque, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord Télé 50, comme tout le monde le sait, c'est une initiative, notre initiative, de donner à notre pays une autre télévision, un autre média, une autre façon de faire la télévision, parce que le Congo mérite de médias de qualité. Depuis 2010 que nous avons lancé cette chaîne, constamment, nous essayons de mettre et de remettre à niveau l'outil, de nous mettre au diapason de l'évolution technologique, parce que, comme je l'ai dit très souvent, le monde change, les choses changent, il faut s'adapter, être au même niveau que le monde. Aujourd'hui, on parle du numérique. La télévision aujourd'hui n'est plus la télévision des années 60, 70, 80, analogique, avec des grosses caméras, avec de plateaux qu'on fabriquait, avec des lumières chaudes, etc. Non, la télévision est devenue light, elle est devenue numérique. Et donc, pour être visible dans le monde entier, il faut être aux normes. Et nous, à Télé 50, on a comme leitmotiv faire ce travail-là. Ce n'est pas par vantardise, ce n'est pas par compétition. Non, si on a été précurseur, c'est parce que nous avons eu cette ambition d'un grand Congo qui mérite les médias d'un grand pays. Et les journalistes ici, vous tous ici, vous êtes formés, vous êtes recyclés, vous êtes mis au bout du jour parce que vous voyagez également. Donc c'est pour cela que cette année, nous avons pensé qu'il était important de remettre nos installations à niveau. Nous avons aujourd'hui ce plateau dans lequel nous sommes aujourd'hui qui est 360 degrés. Ça veut dire quoi 360 degrés? Ça veut dire qu'on a installé à la fois les lumières, les caméras dans les angles des tournages. On peut faire à la fois le journal télévisé, on peut faire une émission là comme on fait les face-to-face, ça c'est la matinale. Le soir, il va y avoir Kin Direct dans l'autre angle de la chaîne de télévision. Et nos studios sont en interaction, en interactivité, ça veut dire il y a le studio principal ici, il y a le studio B, dans lequel il y a le JT, d'autres émissions également. Et puis il y a aussi le studio radio qui est aussi connecté donc à la télévision avec des équipements qui vont avec. Donc voilà ce que nous avons fait cette année. Tout est fin prêt. Nous sommes au niveau à la fois du son et des images, au niveau des 6K. On parlait des 4K autrefois, nous sommes à 6K aujourd'hui. C'est-à-dire que la netteté, la haute définition de l'image et du son au bout du jour. Et beaucoup de gens se demandent le moyen. Jean-Marie Kassamba, ils ne vous ont pas donné beaucoup plus de la chance. Hein. Oui, en fait, c'est le débat éternel de notre existence. Vous savez, depuis l'Europe, moi, quand je faisais 3 ateliers sud avec mon ami Pierre Vedou, que j'ai salué depuis Lomé, où il me suit en ce moment, les gens me disent, mais à Paris, comment des Noirs, nous n'avons qu'une seule blanche, hein, Sylvie de Bois-Fleury, qui est à Bruxelles en ce moment, et travaille pour l'Union européenne. Où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire la télévision? Et je leur avais dit, la télévision, ce n'est pas d'abord l'argent. La télévision, c'est la conception, ce sont les idées, et c'est l'utilisation des technologies, à l'époque c'était des techniques, pour apporter aux téléspectateurs quelque chose de qualité. Pour la petite histoire, nous avons commencé 3 télésud avec une caméra, un portable, avec des mandarines et un micro. Mais je faisais des grandes interviews. Le GM4D, par exemple, a été à l'époque créé à partir de cela. Donc on allait dans des halls d'hôtel, dans Paris par exemple, on louait 2 chaises, on mettait une caméra en chant contre chant, et on faisait l'interview, et c'est la diffusion du contenu de cette interview qui attirait les gens. Et on avait évolué comme ça jusqu'à ce que nous avons trouvé des partenaires, des Gabonais, des Togolais. On a eu des moyens pour faire un peu la télévision qui a fait du succès. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait la même chose avec Fauteuil Blanc.
J'avais d'ailleurs un caméraman, Damien Polo, qui est toujours là, qui était le premier caméraman qui m'a filmé ici. Mais je le faisais où? Dans le hall de Grand Hôtel, à la TNC, ou chez des particuliers, où j'ai créé moi-même des plateaux, etc. Et donc Télé 50 a été créé dans le même format. À l'époque, nous venons de faire ce qu'on appelle la télévision du cinquantenaire pour commémorer 50 ans de notre pays. Quand on a créé Télé 50, nous nous sommes donné les moyens, avec ce que nous avions auparavant comme patrimoine, c'est-à-dire ce que nous faisions, les fauteuils blancs avec, etc. Nous avons ajouté d'autres matériels. On a créé Télé 50. Nous étions dans un environnement qui était très favorable à cela. Ça veut dire quoi? Nous avions un président de la République, Joseph Kabila, avec les institutions de la République, qui était dans une posture d'une communication offensive pour le pays. Et les cadres étaient jetés pour tout le monde. Hein. Il y avait des radios qui se sont mises en place, il y avait des chaînes de télévision ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays. Et dans cet élan-là, Télé 50 s'est imposé jusqu'à aujourd'hui. Télé 50, c'est un modèle, on va dire, économique. À l'époque, c'était la révolution de la modernité. Oui, la révolution de la modernité, y compris dans le domaine des médias. Mais Télé 50, je le dis, un modèle économique, et ça veut dire pour nous, les créateurs d'entreprise, c'est-à-dire un média, ça doit s'autofinancer, ça doit créer des revenus, ça doit créer des moyens de son existence. Vous pouvez avoir des partenaires qui peuvent vous donner un coup de pouce pour commencer, mais vous n'allez pas recourir aux mêmes partenaires. C'est comme une société, quand vous avez des associés, ils apportent leur contribution, vous créez la société, mais le fonds de roulement de votre société, les fonds d'exploitation de votre société, ce ne sont pas les actionnaires, c'est l'activité de l'entreprise qui génère tout cela, c'est la conception, c'est les programmes, c'est les marchandises que vous créez, les services que vous créez, qui génèrent les moyens. Donc Télé 50 n'a pas une caisse quelque part où on va puiser de l'argent, où il y a un financier quelque part, pour comme les gens rêvent un peu trop, très souvent, voilà, ça appartient à tel, c'est tel qui finance, et l'argent c'est tel. Rien de tout cela. Nous sommes une entreprise qui réfléchit chaque jour comment nous devons survivre, comment nous devons exister, comment nous devons capitaliser sur ce que nous faisons. Parce que ce que vous faites, ce que je fais, ce sont des produits. Ce matin, vous venez de recevoir 2 membres de partis politiques. Je viens de leur faire une réflexion tantôt pour dire, vous venez de faire 2 heures sur un plateau de télévision. Vous avez payé combien pour faire votre communication? Ils ont balbutié là, ils disent non, on n'a pas les moyens, on ne nous a rien donné, etc. C'est une faute. Parce que les états-majors qui les envoient ou pour lesquels ils travaillent devront mettre à leur disposition des moyens pour faire la communication de leur parti. La communication a un coût. Et si quelqu'un n'a pas un budget pour faire la communication, c'est une erreur. C'est une erreur. Une erreur à la fois de compréhension, parce que chez nous, on ne respecte pas le métier des communications, des journalistes. On pense que c'est gratuit, on peut venir raconter sa vie, vendre son sac à melotte sans rien donner. Voilà. Nous nous débrouillons, pour ne pas dire nous nous organisons chaque jour pour que ce que nous faisons soit de bonne qualité, mais avec nos propres moyens quelquefois. Il y a le concours des partenaires de Télé 50 que je dois saluer ici, et beaucoup vont se reconnaître, qui nous aident, qui nous soutiennent, qui disent le travail que vous faites est de bonne qualité, voilà ma contribution, voilà ma participation pour que vous ayez de l'avant. Et c'est ces gens-là que nous devons aussi soutenir dans ce qu'ils font, dans leur vie, dans leur activité, dans leur action. Quand leur personnalité est touchée, eh bien, nous sommes là pour essayer d'équilibrer les choses ou de les aider à faire passer les messages. Alors, comment vous faites dans ce méandre politique? Surtout, on voit il y a beaucoup plus la politisation dans tout. Oui, presque, malheureusement. Malheureusement, et c'est dans ce monde-là que vous voulez maintenir les caps dans le monde médiatique. Comment vous faites pour faire face à ça, à cette réalité? Écoutez, nous vivons dans un monde où l'adversité est quasi permanente. C'est aussi compréhensible quelque part. C'est-à-dire que lorsque nous sommes un média, église au milieu du village, nous essayons de rester objectifs, nous essayons de garder le cap de l'éthique et de la déontologie professionnelle, nous essayons de rester patriotes
nous essayons de rester focus sur la République démocratique du Congo comme pays, comme État. Nous restons fixés sur les institutions. Eh bien, le fanatique, les gens qui ils sont partisans, ils pensent que nous ne sommes pas suffisamment encartés ou colorés pour garder cette posture. Mais l'explication qu'on leur donne très souvent, c'est quoi? N'essayez pas d'étouffer la liberté, d'étouffer l'expression, d'étouffer la liberté de presse, parce qu'elle est constitutionnelle. Quand vous lisez notre constitution, la liberté de presse, la liberté d'expression, les médias libres, c'est consacré dans cette constitution. Un état de droit comme le nôtre. D'abord, nous nous appelons République démocratique du Congo. Nous devons être attachés à ces valeurs-là. Et donc, qu'est-ce que nous faisons en Télé 50? Nous faisons notre métier. Nous collectons l'information, nous traitons l'information, nous la diffusons tout en restant le pied sur terre, c'est-à-dire en gardant l'équilibre des choses, parce que le pays en a besoin. Nous servons des modèles et des guides, et les enfants, les étudiants qui sont à l'école, les observateurs, les partenaires de la RDC nous regardent, nous prennent comme modèle aujourd'hui, et nous ne pouvons que nous attacher à cela. Et beaucoup comprennent ça, que ce soit dans l'opposition, dans le pouvoir, dans la société civile, et partout où on passe, on nous encourage, on nous félicite, et nous gardons ces caps-là. Voilà, avant que nous n'entamions maintenant la politique, on va juste prendre quelques habillages. Oui. On revient. Je vous en prie. Tous les matins de 8h à 11h, prenez rendez-vous avec vos journalistes animateurs télé préférés pour la grande matinale de votre chaîne. 50 bonjour. « 50 bonjour », c'est de la musique, de la bonne humeur, de l'information en bref, et c'est l'animé sur la toile à mode relax et des invités en plateau. De lundi à vendredi, 50 bonjour, c'est votre compagnon d'avant-midi sur Télé 50. Suivez l'actualité de la RDC et du monde au quotidien avec Télé 50. De l'information politique, institutionnelle, culturelle, sportive, des éditos et de la revue de presse. Les journaux et sites d'information parus ce mardi à Kinshasa, c'est cette guerre du Rwanda. L'interactivité Sont à suivre sur Télé 50 en temps réel. Depuis Kinshasa en passant par l'Afrique et vers le monde, Télé 50 encore plus proche de vous, parce que vous le méritez mieux. « 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.télé50.cd, sur Facebook, télé50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé 50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main. Voilà, ça c'est Télé 50. Il y a encore d'autres habillages qui sont en cours. Je pense peut-être aujourd'hui ça pourra terminer. C'est-à-dire que la télévision, c'est à la fois ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'habillage d'antenne, mais surtout aussi les conceptions d'émissions. Et chez nous, tout ce qui est diffusé est conçu d'abord, c'est étudié et c'est orienté. Il y a les informations en continu que vous faites tous les jours. Vous avez des émissions de débat, comme Ça fait débat, comme Club 50, comme Croisé, Mon Croisé, etc.
C'est ce qu'il fait tous les jours. Vous avez maintenant les grands blocs plutôt d'infos, c'est-à-dire la tranche du matin, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, la tranche du soir, et puis vous avez ce qu'on appelle les émissions thématisées, les informations en langue, les informations de terrain, comme c'est rentre chez vous. Donc, on n'improvise pas. Chez nous, nous diffusons tout à la seconde, et une télévision, c'est d'abord du montage. Si vous ne faites pas le montage en télévision, vous ne faites pas la télévision. Donc, il y a des équipes, nous sommes plus de 80 personnes qui travaillent ici à Télé 50, et c'est notre métier. Et donc, voilà, ça sera comme ça, et Dieu merci, le public nous le rend bien. Aujourd'hui, sur toutes les plateformes, on nous suit à travers le monde, on est sur satellite, streaming internet, etc. C'est lourd, mais c'est comme ça. On doit être au même niveau que les médias internationaux et que les médias classiques. Et nous en avons besoin. Voilà, merci beaucoup. Mais nous avons besoin de soutien. Soutien, effectivement. Voilà. Nathalie, c'est celle qui a fait les infos. Effectivement, donc c'est des moments à l'autre. Jean-Marie Kassamba, il y a un dossier qui a défrayé la chronique le week-end. C'est les présumés détournements de 3 millions de dollars et par la ministre honoraire Nathalie Aziza Mounana. Alors qu'en réalité, ça n'a pas été le cas de ces 3 millions de dollars. Oui, je pense que notre pays mérite, comme qui dirait, d'honorer les gens de valeur. Les personnes qui sont à la fois respectées ici, mais surtout respectées à travers le monde. Nathalie Mounana, c'est une dame. Elle aura bientôt 65 ans, au mois de décembre prochain, qui a commencé la carrière en tant qu'opératrice économique, en tant que femme d'affaires, moins de 30 ans. C'est l'une des premières femmes congolaises à exercer dans le secteur de mines au Katanga. Elle travaillait notamment à l'époque avec Gécamine. Elle était millionnaire. Elle n'avait même pas 30 ans ou 35 ans. Et c'est une dame qui est dans le secteur de l'humanitaire, d'abord de par sa propre famille, parce qu'elle avait perdu sa sœur très jeune, et à partir de là, elle a créé son association et la fondation Calix Mounana. Et elle s'occupe de quoi? Elle s'occupe des orphelins, elle s'occupe de veuves, elle s'occupe des personnes vivant avec handicap. Et elle le fait souvent d'une manière anonyme dans le secteur de l'humanitaire depuis très longtemps. C'est une femme qui est reconnue au plan mondial. Elle est ambassadeur de paix, et elle a été primée à travers le monde. Aujourd'hui, nos services sont en train de fouiner un peu partout pour trouver des informations, notamment par rapport à elle, pour lui faire un bon portrait, pour que les gens sachent à qui on a affaire. Vous savez, notre métier, c'est de chercher l'information. J'ai découvert que cette dame, avant qu'elle soit ministre, elle a supporté les veuves de militaires, elle a supporté les orphelins de militaires, elle a travaillé, elle a même des équipes de football, et elle a même des écoles. Il y a même des médecins dans son entourage. Elle a 25 médecins dans sa fondation, 25 médecins, reconnus par l'université comme partenaire, l'université de Lubumbashi comme partenaire. Donc, quand vous avez quelqu'un comme ça, et qui passe au gouvernement, ce n'est pas pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour se faire connaître. Vous savez, depuis l'époque du maréchal Mobutu, la plupart des gens dans ce pays connaissent Calixte Mounana. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur cette dame, et son arrivée au gouvernement était une opportunité, une chance pour le pays. Regardez quand elle était membre du gouvernement, comment elle était visible. Très visible. Elle a été dans toutes les opérations. Que ce soit à l'Est, elle parcourait le pays. Et quand on regarde le budget du gouvernement par rapport au social, pas grand-chose, mais surtout il a beaucoup travaillé à partir de sa propre crédibilité, pour ne pas dire notoriété, avec
les dons des ONG, les ambassades, tous ces gens-là, etc. Pour revenir à votre question, le fameux 3 millions. D'abord, c'est quoi 3 millions? Excusez-moi, je ne dévalorise pas 3 millions. On a eu ici des inondations à Kinshasa. C'était le 4 et le 5 avril dernier. La dame était, je pense, à Lubumbashi. Elle est revenue rapidement ici à Kinshasa et elle a constaté la catastrophe. Elle a demandé au gouvernement les moyens. On a débloqué 200 000 $ pour cette catastrophe. 200 000 $. Elle a réuni le monde de l'humanitaire ici à Kinshasa pour ne serait-ce que recourir ou secourir les gens qui étaient sinistrés. Ensuite, on lui a ajouté 100 000 $. Quand vous regardez la catastrophe qu'il y avait, les sinistrés qu'il y avait, tout ce qu'il y avait comme problème, est-ce qu'on peut régler ça avec 300 000 $? Il n'y a jamais eu 3 millions de $ pour cette opération-là. Regardez le monde qu'il y avait. Nous sommes en train de rassembler suffisamment d'éléments par rapport à cela pour donner encore plus d'informations à l'opinion, parce que c'est notre travail. On le fait d'une manière volontariste. Pourquoi? Parce que il y a en face de nous quelqu'un de bonne volonté. Chez nous, quand on a envie de salir, eh ben, on ne se gêne pas. Parfois, il y a des perspectives de mise en place du gouvernement, de nomination. Alors, on salit comme ça déjà en amont. Moi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mes amis, qui ne sont pas mes frères, etc. Mais quand il y a de l'acharnement sur les gens, j'essaie de... Et parce que, et même avec le 3 millions, oui, c'est pour les relogements de ceux qui étaient là. Mais ces 3 millions ont été distribués tout juste après, c'est-à-dire après le remaniement, lorsque déjà ils sortaient, c'est-à-dire qu'il y a eu... Mais si vous voulez que je revienne là-dessus, Task Force là qui... Quand on donne même les 3 millions pour reloger les gens, mais Nathalie Mounane était déjà sortie du gouvernement. Effectivement, il n'a même touché. Et cet argent et les sacs de foufou, je ne sais pas, du riz qui étaient donnés par des ambassades sont encore restés là-bas. Il faut que la ministre qui l'a remplacée, qu'on ne voit pas beaucoup d'ailleurs, disent qu'est-ce qu'on fait de ce que Mounane a laissé. Vous savez, le ministère des Affaires sociales était le canard boiteux du gouvernement. Il y a eu même ici dans ce pays les ministres qui ont refusé d'aller aux affaires sociales à l'époque de Chikaka, et même il n'y a pas longtemps, parce que c'était un ministère, excusez-moi, on dit en lingala, Bisika Bikaoka. Mais cette dame a rendu ce ministère d'État. On vient de récupérer ces ministères regardis, avec une certaine crédibilité, etc. Les gens n'ont pas compris pourquoi elle est sortie du gouvernement. Bon, ça, ce sont les conciliabules politiques dans les plateformes, ou plutôt les familles politiques, etc. Et depuis qu'elle est partie, on ne voit rien de significatif par rapport aux sinistres que nous avons dans ce pays. Et donc, il faut qu'à un moment donné, qu'on arrête un peu de cracher sur des gens qui ont des valeurs, ou qu'on arrête un peu de stigmatiser quelquefois les gens. Vous savez, Bissele Bifort, qui était l'ancien conseiller du président de la République en matière de sécurité, j'ai vu encore un tweet ce matin qui a encore un rapport sur sa tête. Voilà, des pisières là qui circulent. Je me pose la question. Bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je ne sais pas si c'est le cas, mais ce type, quand même, il en a pris un peu trop. Pourquoi dans l'entourage, souvent du chef de l'État, il y a souvent ce genre de petits complots de personnages, etc. Parce que la personne gêne, ou parce que la personne a beaucoup plus de proximité avec le président, faut l'isoler, c'est pas bon. C'est pour cela que la plupart des gens qui peuvent aider, qui peuvent apporter un supplément d'âme, comme on dit, et au président de la République et au pays,
soit sont découragés, soit ils sont éloignés, et ces gens trouvent que c'est injuste, ce genre de choses. Je peux vous citer d'autres, mais ce n'est pas l'idée aussi. Mais soyons républicains. On ne peut pas s'accaparer à la fois du pays et du chef de l'État parce que on est en proximité, etc. Il faut d'abord penser au pays. Il faut éviter de faire des opérations, on va dire, blanches. Là, on est dans les issues des cartes maintenant. Les opérations blanches. C'est-à-dire? On vient de faire, et ça c'est le journaliste qui vous parle parce que je me suis un tout petit peu renseigné. Une opération, on va dire des communications marketing aux États-Unis pour attirer les investisseurs américains ou les sociétés américaines. Peut-être parallèlement au deal qu'on a avec les Américains, etc. Excusez-moi du peu. Moi, j'aurais voulu voir des officiels américains du département d'État, du département de commerce, de la Maison Blanche intervenir dans cette semaine spéciale consacrée aux investissements aux États-Unis. J'aimerais bien qu'on me donne ces informations, qu'on montre ces images qui ne sont pas arrivées. Mais Dieu sait combien nous, RDC, on a dépensé pour cette opération de marketing et de communication. Deuxièmement, on vient de recevoir ici un ancien boxeur. Mike Tyson. Oui, un ancien boxeur. Oui, c'est pas mauvais d'avoir des figures emblématiques pour venir faire un peu de ce qu'on appelle communication par l'objet, du merchandising, c'est-à-dire par le personnage, etc. Mais il faut que le contrat soit explicite et qui bénéficie aussi de la notoriété de la personne. Moi, je connais un peu les comptes de M. Tyson. Il a beaucoup de gens qui sont abonnés à son compte. Est-ce que vous pouvez me montrer un seul tweet montrant qu'il est au Congo, disant que je suis venu en RDC, venez au Congo, voilà, c'est un pays formidable, voilà l'opération. Qu'on me montre ces tweets. Une interview annonçant ça d'une manière, je veux dire, commerciale. Si on va entrer dans ce qui a été fait comme moyen mis à la disposition de ces boxeurs, je vais citer encore, il y avait un autre qui était venu aussi. Jean-Claude Van Damme. Oui, Jean-Claude Van Damme. On lui a même donné un passeport diplomatique pour notre pays. Mais ce n'est pas le président de la République qui monte toutes ces opérations, y compris ce qui a été fait pour l'équipe de football, là, vous savez, en Espagne. Oui, Barcelone. Oui. Alors, si on monte des opérations comme ça, qui nous coûtent beaucoup d'argent, et en contrepartie, il n'y a pas le retour sur investissement, il y a de quoi se poser des questions. Et lorsque nous disons ces choses-là, ce n'est pas ni par méchanceté, ni par jalousie, ni par... Non, c'est par objectivité. Parce que nous avons, en tant que des stratèges, la capacité d'analyser le retour sur investissement de ce que nous faisons pour notre pays. Et ne venez pas souvent... ils les font à long terme, ils disent ils font ça pour écoutez, à long terme, pour que très prochainement... Non, il n'y a pas de très prochainement. Lorsque vous avez un support publicitaire, par exemple, ça s'appelle publicité par l'objet ou par l'événement. Il faut que vous capitalisez sur votre investissement. Il faut que vous voyez la valeur ajoutée. Si je vous pose la question, quelle est la valeur ajoutée de la présence de M. Tyson ici à Kinshasa? On n'a pas vu de match d'exhibition, on n'a pas vu... il n'a pas fait des dons, il n'a pas même pas fait des déclarations, on va dire, d'une manière ostentatoire. Juste lui dire qu'on va changer le stade Tata Raphaël en son nom. Alors, où est le rapport entre le stade Tata Raphaël et Mike Tyson? Ou même entre Mike Tyson et Ali Foreman? Je ne pense pas que même les États-Unis, les Américains se rappellent encore de Foreman et Ali chez nous. C'est nous qui avons ça comme patrimoine de Mobutu de 1974. Alors que les championnats ne fonctionnent pas, alors que même sur le plan de boxe, à part ce que faisait le général Chiyoyo pour redorer notre boxe, voilà des choses sur lesquelles on doit être plus qu'exigeant. Parce que ce n'est pas le sou des individus, ce sont
des fonds publics. Et ces fonds publics, la redevabilité, c'est de justifier pourquoi on dépense l'argent de la République pour telle ou telle opération. Parce qu'il y a des gens qui se mettent ensemble, qui ont des deals, qui viennent avec ces deals, qui vendent soit au président, soit au gouvernement, etc., sans se poser la question sur le retour sur investissement. C'est notre droit de poser ces problèmes. Maintenant, qu'on nous dise exactement ce que ça produit pour le pays. Voilà, pour le pays, revenons, parlons maintenant cette fois-ci au niveau de l'Union sacrée. L'UNC, on a vu Aimé Boji Sangara qui a démissionné pour certainement briguer à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Déjà, ça se chuchote que l'UNC préparerait sa radiation. Alors, quelle lecture faites-vous de ce qui s'est passé au Écoutez, je l'avais déjà prédit ici, on l'avait même dit d'ailleurs dans les dessous des cartes la fois passée, ou même au Club 50, avec les journalistes de Kinshasa. Malheureusement, au Congo, il n'y a pas de secret. Tout se sait avant, tout se boutique avant, ce qu'on a planifié avant, ça finit par se savoir et se faire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes dans une configuration de redimensionner la plateforme du président, ce qu'on appelle l'Union sacrée, mais également la suite de son pouvoir pour l'après 2028. Et il y a deux possibilités pour que Félix Tshisekedi puisse aller au-delà de 2028. Soit il modifie la Constitution, donc auquel cas les textes tombent et qu'il peut soit recommencer à zéro et là avec tout le monde, soit il a un dauphin, comme ça se fait partout, la Constitution est respectée, soit il recrée une nouvelle classe politique avec ce qui existe. Boge a été le gène fabriqué par Vital Kamerhe quand il était au PPRD, secrétaire général, de toutes les fonctions qu'il a pu occuper, etc. Moi, je l'ai connu quasiment dans l'entourage de Vital Kamerhe comme membre de sa famille d'abord, ensuite comme collaborateur le plus proche. C'est pour ça qu'il a même assumé à un moment donné les fonctions de secrétaire général intérimaire de son parti, etc. Mais avant, lorsque Vital faisait la prison, quand il a été notamment au cabinet, etc., quand il avait mis Boge secrétaire général, il y a eu comme un détachement avec lui. C'est-à-dire que dans un premier temps, lorsqu'il a été recommandé pour être nommé au gouvernement, une fois au gouvernement, parce que tous les ministres du budget que Vital a envoyés au gouvernement, ils se sont toujours désolidarisés de lui. Mayo avant et Boge un peu plus tard. Et Félix Tshisekedi, comme tous les autres présidents, il n'est pas le premier à le faire, c'est accaparé, pour ne pas dire approcher Boge, comme il a fait avec Molendo, comme il a fait avec les autres, pour qu'il soit dans son entourage immédiat, pour un peu de dénuder Vital ou le diminuer en quelque sorte. Et ça a réussi, parce que les anciennes mises en place au gouvernement, Boge, tout comme Molendo, ne faisaient pas partie de la liste que Vital avait envoyée, mais ils ont quand même été nommés et maintenus. Aujourd'hui, ou pendant que Vital était en prison, il y avait déjà beaucoup de distanciations entre Aimé Boge et Vital Kamerhe, pour ne pas dire les autres aussi que j'ai cités tout à l'heure, qui n'avaient pas trouvé en Vital un certain avenir. Mais comme Vital c'est un animal politique, dès qu'il est sorti de prison, il s'est refait un peu la santé. Il est revenu ministre d'État, plutôt vice-premier ministre à l'économie. Ensuite, il s'est fait encore, comme qui dirait, peau neuve pour se retrouver président de l'Assemblée nationale. Mais les autres qui l'avaient un peu quitté, s'étaient un peu rapprochés de lui, d'une manière timide, mais ils étaient toujours collés à Félix Tshisekedi. Maintenant, la carte Boge est jouée pourquoi? Parce que, il est de la famille de Vital Kamerhe, il est du Sud Kivu, et on veut en quelque sorte diminuer suffisamment l'influence de Vital Kamerhe et au Sud Kivu et dans l'espace politique. Et ensuite, la personnalité de Vital Kamerhe inquiétait l'Union sacrée et Félix Tshisekedi en particulier quand il était à l'Assemblée nationale pour les débats, notamment sur la modification de la Constitution ou même d'autres points, parce que Vital Kamerhe, avec sa personnalité, son bagou, etc., n'était pas malléable
pour cela. Et comme l'UNC est l'une de formations qui a plus des élus, et comme en géopolitique nationale, la présidence est au centre, la primature à l'ouest, il faut laisser l'Assemblée nationale au niveau du Sud Kivu, mais pas sous contrôle de Vital Kamerhe. Et donc le seul qui a un peu construit là-bas des infrastructures, qui a déjà tissé avec son association beaucoup de liens au niveau du Sud Kivu, c'est Boj. Et donc là, on suit tout simplement les schémas qui étaient déjà établis. On le fait démissionner du gouvernement, c'est ce qu'il vient de faire. Ensuite, il va retrouver l'Assemblée nationale. Puis, on va demander à Chulumbaï de publier les calendriers. Et le mot d'ordre sera donné pour qu'il soit élu. Malgré la menace de sa radiation, parce que l'UNC veut le radier, mais Boj. Même si l'UNC va le radier, ça va changer pas grand-chose, parce que le pouvoir, c'est le président de la République. S'il est l'autorité suprême de l'Union sacrée, c'est lui qui détecte ou qui décrète qui peut être à quelle place, etc. Ça ne va rien changer du tout, parce que Tamwe Mwamba a été président du Sénat. Il n'y avait pas de parti politique, enfin, il n'y avait pas des élus au niveau du Sénat. Il a été, Joseph Kabila l'avait établi au niveau du Sénat. À l'époque de Etienne Tshisekedi, il y avait des élus qui sont restés au palais du peuple là-bas siégés, malgré que Tshisekedi Etienne à l'époque leur avait interdit d'y aller. Les exemples sont légion. Il va dire que même si vous allez me radier de l'UNC, le mandat n'est pas impératif. Et donc, il va être imposé comme président, parce qu'il est malléable, parce qu'il va permettre les débats, parce qu'il ne va pas avoir de l'ambition pour gêner le président. Dans tout ça, les perdants, c'est Kamerhe. Mais je l'avais dit, mon intervention d'alors, il y a à peine un petit mois avant qu'il ne puisse quitter l'Assemblée, Kamerhe, il devrait comprendre que la politique, c'est un jeu d'échecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait tous les moyens, avant qu'il démissionne, de le faire d'une manière ostentatoire et de garder le là, de garder le devant. Mais compte tenu de ce qu'on avait déjà fait, c'est-à-dire qu'on l'avait tellement affaibli sur le plan des affaires, il y a quelques dossiers qui sont encore dans les tiroirs, sur le plan de sa personnalité, on avait diminué son parti, on l'avait siphonné, les Molendo et les autres au niveau du parti, et sorti de prison, au lieu de reconquérir beaucoup de militants, il s'est un peu recroquevillé sur lui-même, sur sa famille, je l'avais dit, et ça l'a affaibli encore suffisamment. Le fait que quand il a quitté l'Assemblée, il dit « Je reste au sein de l'Union sacrée, je reste loyal au président, je reste attaché, etc. » Ça va encore le diminuer davantage, parce que bientôt, quand Boj va prendre la tête de l'Assemblée nationale, on va être dans le dossier, maintenant, de nouveaux débats. Si jamais il y a le dialogue, il va y avoir maintenant des pôles. Et Kamerhe aurait des problèmes pour se positionner dans les pôles. Est-ce qu'il sera dans la délégation du gouvernement, enfin de l'Union sacrée, pro-Tshisekedi, pour aller au dialogue avec l'M23, l'AFC et les autres opposants? Ou il va être un électron libre, pour ne pas dire un opposant qui ne fait pas partie du pôle? Ou il va pouvoir séduire, mais là il faut qu'il les fasse le plus rapidement possible, les opposants, qui sont ceux qui étaient à Nairobi, ceux qui sont en exil, ceux qui sont à Goma, etc., pour être dans la radicalité. Or, s'il est dans la radicalité, on va activer les dossiers, ça sera en quelque sorte la descente aux enfers. C'est un dilemme qu'il a aujourd'hui, mais ça sera compliqué. Est-ce que Kamerhe, ce n'est pas aussi sa position vis-à-vis du dialogue? Lui, il est un peu modéré. Pour lui, il faut dialoguer avec les autres. Non, Kamerhe était plus que réaliste, parce qu'il comprend et il connaît les réalités. Et ce n'est pas cette réalité-là ou ces réalismes-là qu'il a mis. Mais c'est bien évidemment, pas seulement ça. Parce que quand il dit qu'il faut dialoguer, ça veut dire
il connaît les réalités du terrain, il connaît notre capacité militaire, il connaît ce que nous pouvons faire sur le plan diplomatique, etc. Il a vu les échecs au niveau de la sous-région, au niveau de Doha, de tout ce qui se passe à Washington. Il connaît tout ça parce qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, il parle avec beaucoup de diplomates, il est dans les secrets, donc il connaît dans la balance qu'est-ce qui pèse. C'est pour ça qu'il conseillait. N'oubliez pas que Vital Kamerhe était nommé par Mouzé pour discuter avec les Nations Unies à l'époque, pour le retour de la paix avec Kaloum et tout ça. Ils ont travaillé sur ça, avant même que Joseph Kabila ne revienne. Donc Kamerhe connaît les réalités. Avec Katumba Mwanka, avec Samba Kaputo, avec les Cheikh Kitundu, Kamerhe connaît l'histoire de ce pays sur le plan des opérations. Il est parti là-bas à l'époque de Bunagana et il avait raison quand il a dit il faut qu'on négocie quand il y avait encore des troubles au niveau de quand Bunagana était encore inquiété. On ne l'a pas écouté. Il a proposé le triangle, le fameux triangle, on n'a pas encore écouté. Et ce qu'il a dit dernièrement, la goutte qui a débordé le vase, c'est quand le ministre belge était chez nous, et il a dit ce qu'il pense, et ce qui était vrai d'ailleurs, il n'a pas été écouté. Maintenant, il y a une posture dans le chef de l'Union sacrée, pour ne pas dire dans les chefs de Félix Tshisekedi et ses soutiens, qu'il ne faut pas aller au dialogue maintenant. Pourquoi? Parce que aller au dialogue maintenant, c'est écouter les mandats de Félix Tshisekedi. Aller au dialogue maintenant, c'est donner de béquilles aux opposants pour qu'ils puissent avoir en quelque sorte le poids des discussions. Donc il faut retarder le plus possible, ouvrir peut-être en 2026 ou 2027 pour que ça dure 6 mois, 8 mois et que à la sortie de ces dialogues, qu'il y ait une possibilité d'une transition ou de modifier des textes, etc., etc. Donc d'un côté, il va y avoir les débats au niveau interne ici, au niveau de l'Assemblée nationale, avec les Mébauges, il faut revoir les textes, etc. C'est que les opposants ne vont pas accepter, donc ça va traîner un peu comme ça les débats, voilà, il ne faut pas toucher à la Constitution, etc. Ça va traîner un tout petit peu, et c'est à l'issue de tout cela qu'on va maintenant voir le dialogue, parce que ça se prépare maintenant avec les catholiques, les protestants. Il y a un cahier des charges qui a été donné par Félix. Est-ce qu'il y aura vraiment un dialogue hein? Oui, il va en avoir. Dialogue. Voilà, il va en avoir. Mais, oui, mais c'est incontournable, c'est incompressible. Non exclusif, parce que à l'allure où vont les choses, quand on parle du dialogue, chez certains, ils disent non, ils vont dialoguer pas avec ceux. Pas avec ceux. Donc, non, ça, ce sont les postures des négociations. En technique des négociations, il ne faut jamais avancer ses pions avant. Le fait, par exemple, que Félix dit je ne veux pas négocier avec ceux qui sont avec les agresseurs, etc. Mais il négocie déjà avec eux. À Doha, c'est M23, c'est l'AFC. Ils ont même signé. À Washington, là, l'équipe est en train de repartir là-bas. C'est avec les Rwandais. Les Rwandais sont effectivement avec ces gens-là. Et il négocie déjà avec eux. Il a déjà signé avec eux. Mais c'est d'une manière claire, directe, avec l'ensemble des leaders de l'opposition, armés ou pas armés, se mettre autour d'une table d'une manière formelle. Ça va écourter le mandat de Félix Tshisekedi, ça va le mettre en position de déséquilibre. Et les choses ne risquent pas de pourrir. Mais on est déjà dans les pourrissements. Parce que on est dans les talk fights. Quand on signe là-bas à Doha, on bombarde en même temps les positions de l'AFC M23. Quand on est là-bas, on arrête les opposants qui étaient à Nairobi. On est dans le deux. Mais in fine, sauf quand on arrête des opposants, ce n'est pas parce qu'on a envie de les éliminer, c'est seulement pour les affaiblir, pour que demain, quand il va y avoir des négociations, qu'on mette tout ceci dans la table. Bon, tel a été Matata condamné à 10 ans, JKK a condamné à mort. Bon, on mettait dans la table, je vous enlève ça, vous m'enlevez aussi ça, et on avance. Ce sont les techniques des négociations, des postures des négociations, et les uns les autres profilent leurs cartes. Pendant que, à Kinshasa, le gouvernement, Félix Tshisekedi profile
toutes ces stratégies que je suis en train de vous expliquer. De l'autre côté aussi, ils profitent. Ils ont fait les réunions à Nairobi. Ceux qui sont en Europe sont en train de s'organiser. Par exemple, quand le gouvernement était aux États-Unis, il y avait d'autres qui avaient organisé aussi leur contre-communication par rapport à la RDC. Voilà, comme dans les années 80. Mais déjà, entre-temps, au niveau de Doha, aujourd'hui et demain, s'ouvre une autre réunion. Parce Oui, que c'est. mais avec qui? C'est le 6e round avec la FCM 23. Mais c'est qui la FCM 23? Et les choses se compliquent davantage. Oui, ça se complique parce que en matière de stratégie, il faut toujours avoir ce qu'on appelle la transparence dans les termes des négociations. On ne dit pas qu'il faut tout expliquer, mais il faut quand même avoir une certaine traçabilité de ce qui est fait. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion se pose la question. Est-ce qu'on est en guerre contre le Rwanda ou on est en guerre entre nous? Si on était en guerre contre le Rwanda, on devait déclarer la guerre et faire la guerre, comme ça se fait entre les pays. Et d'ailleurs, le président lui-même a lancé l'appel à Kagame, voilà, la paix des braves, etc. Ça veut dire qu'on n'est pas en guerre avec le Rwanda. Parce qu'à Bruxelles, par exemple, il pouvait incriminer Kagame devant lui, voilà, le criminaliser comme on dit, voilà, devant lui. Il n'a pas fait dans une posture, on va dire, tactique des négociations. La même chose pour le M23, pour la FC, mais il y a aussi les autres, hein, Codeco, Anuturi, partout. Ces gens-là, ils menacent aussi notre sécurité. Et donc, il ne faut pas qu'on puisse avancer masqué. Ça pose des problèmes au niveau de la population, des compréhensions des enjeux. On se pose la question, est-ce que notre gouvernement fait des choses plus clairement ou notre gouvernement essaie de faire des choses à moitié? À moitié, ça veut dire, on est avec la FC, on est avec la M23, on l'itouille, c'est notre processus. Mais tout ceci compromet l'unité du pays et même la stabilité pour que l'économie et la production avancent. S'il y avait un conseil à donner, il faut qu'il y ait une définition claire de la posture de résolution des conflits. Qu'est-ce que ça veut dire? Identifier les protagonistes du conflit, avoir un cahier des charges clair, un langage clair, les termes de référence clairs et mettre en face de vous les gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et avec eux, vous discutez, chacun met ses pieds sur la table et vous voyez qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je prends. C'est comme ça qu'on peut avancer. Alors, qu'est-ce qui a expliqué ces revirements langagiers de la part de Massad Boulos, qui a parlé, il faut parler pour trouver les causes profondes. Les mêmes propos ou les mêmes dires de la FCM 23, c'est-à-dire que c'est ce qui est répété par Massad Boulos. Alors, moi là, je veux vous donner des réponses comme stratège géopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire? Boulos n'a pas changé d'avis. Boulos, ce sont les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont dans une posture de gagner des parts de marché vis-à-vis des Chinois. La Chine contrôle à peu près 70% de nos minéraux. La Chine est le premier producteur de beaucoup de nos minéraux parce que non seulement ils prennent chez nous, mais ils stockent chez eux et ils revendent quand ils veulent. Donc c'est eux qui gèrent le marché. Ça c'est la route de soie des Chinois. Maintenant, la route créée par Biden avant de partir, c'est-à-dire l'Obito, c'est pour essayer de grignoter un tout petit peu sur ce que nous avons pour aussi exister, parce que nous avons des matières critiques qui intéressent les États-Unis. Quand les États-Unis arrivent chez nous, qu'est-ce qu'on leur dit? Écoutez, pour le moment, le Rwanda a l'emprise sur la RDC, notamment sur la partie Est. L'emprise en langage géopolitique, ça veut dire que c'est eux qui contrôlent. Donc, vous devez, si vous voulez avoir accès à ces matières premières, vous devez avoir un contact, une collaboration avec les Rwandais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas criminalisé les Rwandais, ils n'ont pas diabolisé les Rwandais, ils nous ont demandé de coopérer avec les Rwandais. Parce qu'ils font des affaires déjà avec les Rwandais. Parce que les Rwandais leur donnent des moyens via les Qatar, parce que les Qatar, c'est le bras armé des États-Unis, les Qatar, c'est le premier investisseur au Rwanda. Donc, en termes de négociation, il faut savoir à qui vous avez affaire. Quand on va au Qatar, le Qatar n'est pas habitué. Et nos problèmes ne seront pas résolus tels que voulus par ceux qui gouvernent, certainement. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'avait pas compris que
Le Qatar ne peut pas jouer contre le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas aussi une erreur de notre part d'amener nos problèmes au niveau du Qatar, alors qu'on aurait dû peut-être les résoudre ici, au niveau peut-être de la sous-région, ou peut-être au niveau interne? Mais M. Kilolo, c'est ce que je me tue à dire depuis 3 ans, 4 ans, et je continue de le dire encore aujourd'hui. Vous ne pouvez pas pousser un pays qui a des intérêts dans un autre pays à faire des choses pour vous. Le Rwanda, le financeur important du Rwanda, c'est le Qatar. 8 milliards de dollars, plus que ça d'ailleurs. Le Rwanda travaille avec les États-Unis. Le Rwanda travaille avec l'Union européenne. Regardez la fameuse réunion qui s'est tenue à Bruxelles. Le partenariat, c'est que l'Union européenne a mis sur la table pour le Rwanda. Malgré les sanctions. Mais il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions contre le Rwanda. Il y a des intentions et des condamnations de principe. Et on nous a dit, nous, RDC, attendez-vous avec le Rwanda. Là où le président Tshisekedi a réussi, c'est d'avoir, comme il dirait, exposé le Rwanda. Puis, comme il dit, le comité international a témoin sur les exactions du Rwanda chez nous. Mais nous n'avons pas bien vendu ou suffisamment vendu notre génocide, qui n'est pas encore génocide officiellement déclaré, notre génocoste. Moi, j'étais un peu éberlué de voir Mike Tyson aller faire un tour là à côté du Palais du Peuple, là où on a installé le coin là, Génocoste, alors qu'on devait avoir ce qu'on appelle les mausolées immenses. Ce n'est pas les places qui nous manquent. On peut même détruire une grande place ici à Kinshasa, on construit quelque chose de gigantesque, on va mettre nos crânes dedans, les photos, avec des écrans où on met des films. Et quand les gens viennent, et avec des gerbes de fleurs, ils vont déposer là avec des livres, ils écrivent dedans. On n'a pas fait ça. Voilà. Aujourd'hui, la réalité est que Boulos, pour répondre à votre question, n'a pas du tout changé d'avis. Les Rwandais aussi qui travaillent de leur côté, ils ont amené les éléments sur la table de Trump pour dire, voilà, ce que nous on peut vous dire, nous avons des mines industrielles là-bas, nous chez nous il n'y a pas la corruption, nous chez nous il n'y a pas l'insécurité, nous chez nous, parfois ils volent chez nous, hein. Ils vont raffiner chez eux là-bas, ils disent aux Américains, nous sommes prêts à vous fournir là-bas, il y a encore du travail à faire pour le moment. Avec la RDC, c'est d'abord l'entente, d'abord la paix qu'il faut, si vous voulez continuer à exploiter quelque chose. Et Boulos est devenu plus que réaliste dans cet état de fait. C'est à nous de porter les stockades, comme on dit, au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on amène des spécialistes en communication, qu'on amène des stratèges, des historiens, avec de vrais éléments d'appréciation au niveau international. Mais au même moment, M. Kilolo, qu'on arme nos forces de sécurité et de défense. Nos services de renseignement n'ont pas suffisamment de moyens technologiques, techniques, financiers pour peser. Nos services de sécurité, de renseignement, nos diplomates n'ont pas suffisamment de moyens pour peser. On fait quelquefois des opérations de lobbying ponctuelles, etc. Et d'ailleurs, les gens qui pilotent souvent ces fonds-là ne font pas partie des services. Ce sont des personnes isolées qui font extrêmement du terme, un peu de frappe comme ça. Ils prennent l'argent et puis ça s'arrête au bout du coin de la rue. C'est pas comme ça. Il faut donner des moyens aux institutions, aux personnes qui sont en fonction, à nos diplomates, à nos chefs des services, à l'ANR extérieur, aux gens de services de renseignement, à la DEMIAP par exemple, pour faire de vrai travail, à nos unités spéciales, pour aller sécuriser nos frontières, sécuriser nos installations. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, alors, pour terminer, parce que là, avec vous, la matière a toujours été abondante, oui. On va parler de l'économie. Oui. Alors, il y a eu l'appréciation des francs congolais, mais au niveau du panier de la ménagère, ça ne se constate pas. D'aucuns relèvent que c'est de l'arnaque du siècle, Jean-Marie Kassam. Écoutez, moi j'ai fait une grande émission avec le gouverneur de la Banque centrale, qui est très apprécié, hein, ce fauteuil blanc, il est en ligne, hein, les gens peuvent télécharger, etc. Et le gouverneur a donné, on va dire, les explications techniques le plus plausible, hein, le plus compréhensible par rapport à ça. Et donc, la Banque centrale, qui est l'autorité de régulation, de gestion de la monnaie, a pris des mesures techniques
l'injection de devises qu'ils ont puisées dans nos réserves d'échange, 50 millions, on parle aujourd'hui de 100 millions. La banque a changé les indicateurs et en même temps, la banque a autorisé aux banques privées, par exemple, de mieux gérer les masses monétaires. Mais c'est sans compter, et là je réponds à votre question, avec l'action gouvernementale. Je vais vous poser cette question, par exemple, sur la mobilisation des recettes. Mouzito, vice-premier ministre en charge du budget, a déposé un budget de 20 milliards de dollars. Et ces 20 milliards de dollars, c'est déposé en référence à un franc congolais, un dollar congolais qui est évalué à 28. Si vous descendez à 20, est-ce que les impôts seront payés? À quel taux? Par qui? Si par exemple la vie des entreprises est complètement cassée comme c'est en train de le faire, eh bien, il n'y aura pas des bénéfices, ce qu'on appelle les impôts sur les bénéfices ou les impôts sur les chiffres d'affaires, parce que le panier de la ménagère ou les consommateurs, le pouvoir d'achat de celui qui consomme a diminué. Et donc, le ministère de l'économie qui gère le prix, est-ce qu'il a intégré ces ministères les fluctuations brutales, je dis bien fluctuations brutales, de ce qu'on appelle la politique de prix sur le terrain? Et enfin, le gouvernement, son train de vie, est-ce qu'il a changé par rapport aux revenus de l'État? Voilà des questions fondamentales, ce qu'on appelle les indicateurs du cadre macroéconomique sur lesquels il n'y a pas de débat, sur lesquels il faut être très prudent. Parce que la baisse du pouvoir d'achat de la population peut être sujet à des soulèvements, peut être sujet au mécontentement, peut être sujet à des situations ingérables. Imaginez quelqu'un qui touche 100 $ aujourd'hui. Avec ces 100 $, il pouvait payer son loyer de 30 $, il pouvait nourrir ses enfants, il pouvait avoir un peu de transport. Maintenant, avec ces 100 $, il va encore ajouter. Oui, mais il faut qu'il ajoute, mais il faut qu'il les trouve quelque part. Et on ne change pas comme ça les revenus des gens d'une manière aussi brutale. Et donc, moi je ne dis pas que c'est une frappe. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que c'est RAM 2, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire oui, c'est RAM 2, on nous pompe notre argent, etc. C'est tout simplement un manque de synergie entre la Banque centrale, qui est l'autorité monétaire, en même temps conseil du gouvernement, le ministère du budget qui doit planifier tout ceci en fonction des réalités du terrain, le ministère de l'économie qui doit regarder, qui gère le quotidien, c'est-à-dire l'offre et la demande. Et enfin, la coordination de la première ministre. Parce que moi, j'ai entendu dire d'ailleurs qu'elle avait des inquiétudes sur son budget qu'elle a déposé au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale. Et en même temps, M. Kilolo, on va peut-être terminer par là, nous sommes en session budgétaire en ce moment à l'Assemblée nationale, avec les gesticulations qui sont là-bas au niveau de l'Assemblée nationale. Le débat n'a pas encore commencé. Et imaginez-vous qu'au niveau de l'Assemblée nationale, si on n'a pas débattu sur le budget et que la session est terminée, le gouvernement est réputé démissionnaire. Et donc, est-ce qu'on se pose de vraies questions? Quand on est en position, en temps de guerre, comme nous sommes, entre guillemets, on ne peut pas se permettre certains moments d'instabilité. Comme c'est le cas. On doit avoir un budget, on doit avoir les institutions de l'État qui fonctionnent. Je vous donne un exemple simple. Vous avez reçu ce matin ici un soutien du ministère délégué à la Défense, Elisir Tamboul. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'a pas de bureau. Pas de bureau. Comment il va travailler? Il est ministre délégué à la Défense, en situation de guerre. Il doit identifier le retraité, les orphelins, le veuve, et venir en supplément du ministre, l'excellent ministre de la Défense, moi d'invite, qui est à tout le front, etc., etc.
Vous voyez que là où il y a matière à priorité, on ne le fait pas. On va vous inviter Mike Tyson, on va aller au football, on va. Voilà, et le Congo n'a pas besoin. Voilà. Alors, pour être complet, juste en quelques mots, en quelques thèmes, où va le monde? Oui. En France aussi, Nicolas Sarkozy, les cornus qui a échappé à des censures, deux censures d'ailleurs, et Nicolas Sarkozy aussi, qui devra aussi peut-être être emprisonné pour un temps en attendant. La France est en instabilité constante depuis très longtemps. Surtout la décision d'Emmanuel Macron. Non, c'est-à-dire en instabilité institutionnelle depuis très longtemps. Depuis d'ailleurs la gouvernance de François Hollande. Les plus grands présidents français, on en a connu 3. Général de Gaulle, qui a fondé la France, la Ve République, qui a reconstruit la France avec les 30 Glorieuses. Ensuite, vous avez eu François Mitterrand, le grand sphinx, l'homme des grands esprits, les grands travaux, le Louvre, la Défense, la Grande France, etc. Et vous avez eu les derniers grands présidents français, c'est Jacques Chirac, au niveau international, avec le Bagot, etc. Après, il n'y a eu plus rien. Il y a eu quoi? François Hollande, qui n'a même pas terminé un mandat, il était venu me faire chez nous un peu une petite rodéo là, face à Joseph Kabila, moi j'étais là. Un seul mandat. Aucune personnalité politique, enfin, ce qu'on appelle le bagou d'un grand chef, etc. Voilà. Nicolas Sarkozy, c'est businessman, il est un peu très agité comme président, etc. Regardez comment il termine, parce qu'il était dans le coup. C'est un avocat qui était dans le coup. Un peu opportuniste comme ça, à chaque fois. Même, il était avec Chirac, il a trahi Chirac, il est parti, il était avec Balladur, il est devenu président, il n'a fait qu'un seul mandat, et puis il est parti. Et quand les virtuoses, ce qu'on appelle les virtuels, l'Arlésienne Macron est arrivé, on ne sait pas, il n'avait pas de parti politique, il n'avait pas d'idéologie claire, c'est un président Internet et des médias. Depuis qu'il est là, c'est un bon technicien. Moi, je l'ai connu à l'époque quand j'étais à la Banque Rothschild, il était conseiller là-bas. Il était très bon conseiller technique de François Hollande, il était ministre à l'économie et finances, mais il ne pouvait pas être président, un grand président. Et pour preuve, regardez comment il est en train de partir. La France est déliquescente, malheureusement. Plusieurs premiers ministres. En l'espace de 6 mois, on a connu les yo-yo des premiers ministres. Il y en a même qui restaient 24 heures Premier ministre. Donc, c'est regrettable. Là, il va peut-être dormir en prison aujourd'hui, mais c'est tout ce qui est dit est vrai. C'est lui qui a fait la guerre à l'Afrique, c'est qui? C'est Sarkozy. Ce qui s'est passé, notamment avec la mort, l'exécution de Kadhafi, qui avait déversé beaucoup de millions pendant toutes ces campagnes électorales, même si beaucoup de chefs d'État français ont bénéficié avec la France-Afrique de beaucoup d'argent pour les campagnes électorales, c'est un secret pour personne. Il aurait fallu commencer par condamner Chirac, condamner tous ceux qui sont passés comme président. Ils ont utilisé l'argent des Bongo, des Sassou, des Mobutu, beaucoup de chefs d'État qui ont versé l'argent là-bas. Et donc, il n'y a pas matière à pleurer là-dessus. Merci. C'est la vie normale d'un Sarkozy affairiste. Voilà. Voilà, merci. Et qui avait une stigmatisation de la justice française. À un moment donné, c'est un peu comme Moutamba, non? Lorsque vous vous attaquez à une machine comme la justice, et les froides de la justice, hein. C'est-à-dire que même aujourd'hui, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui sont au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Parfois, la manière de traiter la justice, ce n'est pas bon. On a dit notre justice, elle est malade, des corrompus, etc. Ces gens-là, ils disent rien, mais ils encaissent. Et Sarkozy est en train de payer ça. Le jour où la justice, le magistrat qui souffre en ce moment chez nous ici, qui travaille dans de mauvaises conditions, vous les stigmatisez comme ça, vous les insultez, etc., les jours ils vont se réveiller, les jours ils vont dire voilà, on a été humilié, etc., vous allez subir ce que Sarkozy est en train de connaître en France, et ça sera malheureux. Voilà, un téléspectateur qui nous écrit Ardent Kabambi. Bonjour JMK, le mérite d'un homme ne se trouve pas
dans la grandeur de ce qu'il fait, mais plutôt dans la fidélité de ce qu'il exerce comme métier. Jean-Marie Kassamba reste un professionnel des médias de haute facture, rien que par sa manière de communiquer, de transmettre l'info, de rechercher l'info aussi bien qu'il jouit de sa liberté en tant qu'individu de soutenir et d'accompagner une personne de son choix, Joseph Kabila. Sa pensée politique, sa vision pour le Congo, il reste au service de tout un peuple. Il mérite soutien total et accompagnement. On peut tout dire de lui. Jean-Marie Kassamba reste un modèle pour les générations futures. Merci à lui et merci à beaucoup d'anonymes qui me disent la même chose. Ce qui nous motive, nous, ce qui nous accompagne dans notre vie au quotidien, ce sont des principes. C'est l'amour de ce pays qu'on chérit tant et surtout la prospective de garder toujours plus loin, de ne pas être dans le méandre de la consommation immédiate. Et souvent l'histoire nous donne raison. Le Congo est éternel, les individus passent. Il faut marquer son temps en faisant du bien. Et le bien, ça ne se mesure pas. Le bien, ça se voit. Et la jeunesse, ou plutôt la population, quand les gens pensent qu'elle est bête, elle constate. Elle voit ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Voilà. Merci beaucoup. Il y a aussi un téléspectateur. Bon, lui, c'est un correspondant. Il dit quel est l'apport de c'est Martial Bendelo qui nous suit. Ah, que je salue. Voilà, très courageux, correspondant de Télé 50 au Nord Kivu. Je lui rends hommage ici parce que c'est quelqu'un qui travaille dans des conditions très difficiles. Il nous amène beaucoup d'informations sur ce qui se passe là-bas. Moi, je sais que son abnégation pour l'information, pour la vérité, il est très attaché, Marcel Bendelo, à notre pays, à la nation. Je l'encourage à continuer à faire ce travail parce que on n'a qu'un seul pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Avant de terminer, si vous permettez, je voulais rendre hommage à un ami à moi, Alexis Mukuna Dingmou, pasteur de son état, qui nous a quittés la semaine dernière, le samedi passé. Il sera enterré vendredi ici à Paris. Je l'ai connu dans ma jeunesse quand je suis arrivé à Paris. Un monsieur d'une gentillesse extraordinaire, d'une intelligence très équilibrée. Il était devenu grand-père, il est mort tragiquement la semaine dernière. Il sera enterré à Chelles ce week-end. Je lui rends hommage avec toute l'amitié et l'amour que je lui porte à sa veuve qui est restée Adèle et puis à toute la famille. Beaucoup de courage. Ainsi va la vie des hommes. Voilà, ainsi va la vie des hommes, ça n'est fini avec vous, Jean-Marie Kassamba. À 13h, vous aurez la grande édition de Nathalie Yokumposo, 13h, 14h, 15h, à 18h, Kinshasa Direct avec Salambo, grâce à 19h, ça sera la grande édition de Kubaburanzi, Gaëtan, Shigeregere Kabuya. Alors, demain, la matinale, Crispin Chibinkoufouar, restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.